Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, merci à l'MK, merci à son président. Je suis très content d'être avec vous à Agadir aujourd'hui pour cette présentation qui concerne les innovations dans la maladie coronaire. Alors, on m'a dit j'ai 15 minutes, il y a beaucoup de choses à dire, donc il fallait choisir, et choisir c'est renoncer. Donc je ne parlerai pas du matériel très spécifique, notamment dédié pour la désobstruction d'occlusion coronaire, on ne parlera pas des traitements dans la maladie coronaire, on a déjà pas mal parlé ce matin, on ne parlera pas de stents, de taille, de struts, etc. Mais comme je vous dis, choisir c'est renoncer. Donc voilà, mes conflits d'intérêts, j'en ai pas vraiment pour ce topo. Donc le premier domaine où l'innovation fait preuve, c'est l'investigation de la coronaropathie. Avec un constat, ce papier il avait été publié toujours dans le New England Journal of Medicine il y a une dizaine d'années, mais quand même montrer que sur 2 millions de coronarographies, excusez du peu, qui étaient réalisées, eh bien en fait il y avait plus de la moitié des coraux qui étaient adressés, chez des patients en fait qui n'avaient pas eu de documentation d'ischémie. Donc on ne savait pas si les patients étaient vraiment ischémiques, on ne savait encore moins la localisation de l'ischémie, et donc bilan des courses, il y a près de 40% des coraux qui sont des coraux blanches. C'est quand même invasif de faire une coro, on a de temps en temps quand même des complications, c'est vrai qu'il y en a un peu moins avec la radiale, mais quand même, on n'est pas bon, c'est pas normal. Et donc quand le patient est adressé à la coro, on a un devoir d'avoir un bilan qui est complètement exhaustif. Alors on a pour habitude de distinguer, quand on analyse les coronaires, la partie anatomique de la partie fonctionnelle. Cette distinction, elle est de moins en moins pertinente, mais quand même, elle est bien pratique quand on fait un topo. Donc, l'anatomie, évidemment, le moyen de connaître l'anatomie sans avoir recours à la coronarographie, c'est évidemment le scanner. Donc le scanner, c'est très pratique. On le connaît évidemment pour le score calcique qui va nous permettre notamment de quantifier le risque athéromateux des patients. Et puis évidemment, on peut faire une évaluation anatomique. Alors là, évidemment, je vous ai mis un très beau scanner. Donc on voit l'anatomie des patients, on voit s'il y a des sténoses, on peut quantifier le degré de sévérité des sténoses, mais même si le scanner est bien fait, si le radiologue ou le cardiologue, s'il est motivé, est vraiment motivé, on peut qualifier la sténose, c'est-à-dire est-ce que cette plaque est à risque d'événement. Et vous voyez par exemple sur cette plaque, on voit très bien que le fait d'avoir une plaque à haut risque de thrombus, de rupture de thrombus, est associé avec un taux de MACE. Et donc, évidemment, le plus grave étant d'avoir à la fois une sténose serrée et à la fois une sténose à haut risque thrombotique. Mais l'anatomie, c'est donc l'anatomie non invasive, c'est évidemment l'anatomie invasive, donc non invasive et invasive, pardon. Et donc, c'est l'OCT, donc qui n'est pas une innovation en tant que telle, hein, c'est la tomographie par cohérence optique. Et vous voyez, on voit très bien ici sur le panel A une image normale. Je vous montre pour ceux qui ne vont pas en salle, qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir ce genre d'image. On voit très bien les 3 couches de la paroi artérielle. Et puis on peut voir BCD ici des plaques fibreuses calcifiées lipidiques. Et puis EF, on va voir les images d'un thrombus rouge, thrombus blanc. Donc ça, on le voit très bien. N'empêche que, là, je vous le dis, ceux qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas forcément si évident que ça. On a une image comme ça en coupe. Quelle est la traduction clinique? Comment est-ce qu'on se sert de ces images? Donc, ce n'est pas toujours évident. Et puis ça, par contre, c'est une innovation. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Par exemple, ce logiciel qui s'appelle l'Ultréon, qui est développé par Abbott, et donc qui va nous servir, qui va détecter automatiquement les calcifications à partir d'une imagerie qu'on a fait en ECT, et qui va donc nous dire, voilà, il y a tant de calcifications, ça fait tant de pourcentage au niveau de l'angle, et donc ça va nous aider, ça va nous guider notre stratégie de revascularisation. Et puis ce logiciel va nous permettre après de reconstituer la lésion, et c'est vraiment un guide pour l'angioplastie, pré- et post-angioplastie. On connaît la longueur de la lésion, on connaît le diamètre théorique, le diamètre de sténose, etc. Voilà, donc ça va faciliter l'analyse de ces imageries qui ne sont pas forcément si faciles à analyser. Je vous ai parlé de l'anatomie, il y a aussi la physiologie, on a déjà bien parlé de la FFR. Donc juste la FFR, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, il faut un guide dédié pour la FFR, la vraie FFR. Et donc, on va injecter de l'adénosine. Je vous ai mis vraiment de façon extrêmement succincte les 3 grandes études, déjà un peu anciennes, et il y en a eu, on en a vu déjà tout à l'heure, des plus récentes. Mais voilà, on sait que globalement, on a un seuil à 0,75, 0,80, en dessous duquel on est ischémique, c'est bien de revasculariser, au-delà duquel, globalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Recommandation 1A chez les patients qui n'ont pas eu de dépistage ischémique dans les recommandations de l'ESC. Donc le problème, c'est quand même cette injection d'adénosine qui n'est pas toujours bien tolérée dans une coronaire droite, par exemple. En pratique, beaucoup de gens
en tout cas le fait en intracoronaire, alors que dans les papiers, c'est souvent en intraveineux. On n'est pas bien sûr que l'adénosine aille atteindre la distalité des lésions. Donc on a d'autres systèmes qui se développent de plus en plus, qui vont, selon les constructeurs, qui s'appellent la IFR ou autres indices de pression diastolique, qui peuvent se passer de l'injection d'adénosine. Mais là, ce qui serait quand même bien, et c'est possible, c'est quelque chose qui conjugue, qui combine à la fois l'exploration anatomique et l'exploration physiologique. Donc on est en période de Jeux Olympiques, donc là j'ai mis médaille d'argent. Donc là on a deux outils, alors là en toute transparence, je n'ai pas d'expérience de ces outils. Le premier c'est la QFR, donc QFR, là il n'y a pas besoin de guide. Donc on fait une angiographie, on fait une choro, on fait deux incidences qui soient idéalement orthogonales, et là le logiciel mouline et vous donne une QFR, donc une valeur qui est corrélée, assez bien corrélée avec la FFR. Donc on n'a pas besoin de guide. Et puis l'autre élément, c'est la OFR. Donc on a là par contre besoin d'un guide. On fait notre run de OCT. Et puis à partir de l'OCT, le logiciel va calculer de l'OFR. Mais là, vous allez me dire, c'est très bien, mais il faut quand même faire une choro. Donc finalement, on n'a pas un réel bénéfice. Certes, on n'a pas besoin de guide. Donc la médaille d'or, elle est, ou en tout cas, elle serait potentiellement à celui qui arrive à faire de l'anatomie et de la physiologie de façon non invasive. Donc là, c'est l'intérêt potentiel, mais il y a quand même quelques papiers assez sérieux, de la FFR-CT. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on fait le scanner. Donc évidemment, on va avoir une reconstruction anatomique, voilà, on va dépister les lésions, et sur la base des trois éléments que je vous ai marqués là, donc qui font référence à la microcirculation, à la physiologie et la physiopathologie de la microcirculation coronaire et de sa réponse à l'adénosine, eh bien, on envoie les images aux États-Unis, et en quelques heures, on a un retour de ce type. Voilà, donc la société s'appelle Heartflow, on a une reconstruction des coronaires, et on a une FFR-CT. Donc ça, c'est un peu mystérieux, parce qu'on ne sait pas, évidemment, l'algorithme, il est bien protégé. C'est comme la formule du Coca-Cola, on ne la saura jamais. On n'a pas tellement de moyens de savoir. Il y a évidemment le problème qu'il faut que les lésions soient, que l'acquisition soit parfaite, parce que sinon, on est retoqué. Mais n'empêche, on a quand même quelques papiers assez troublants. Vous voyez ici, c'est une revue systématique, une méta-analyse de différents papiers qui comparent cette FFR-CT avec une FFR invasive. Et vous voyez que selon qu'on s'intéresse aux patients ou au vaisseau, on a des aires sous la courbe à 0,89 et 0,90. Donc ça veut dire quand même une très très bonne concordance. Et puis surtout beaucoup plus intéressant, dans ce registre de 4700 patients, vous voyez que les patients qui ont une FFR-CT supérieure à 0,80 globalement font aucun événement à 1 an, alors que ceux qui ont une FFR-CT inférieure ou égale à 0,80, eux par contre, font des événements. Alors pourquoi Sherlock Holmes? Tout simplement parce que j'aime bien le cinéma et que pour limiter le côté artificiel de cette présentation avec 4 chapitres distincts, j'ai fait référence à un film. Donc ici, pour cette partie de l'investigation des coronaires, je propose Sherlock Holmes. Et donc on passe sur une autre dimension des innovations coronaires. Et donc c'est Minecraft. Pourquoi? Parce qu'on fait référence aux patients qui ont des coronaires qui sont extrêmement calcifiés. On a tous vu des patients comme ça. On sait qu'avoir des calcifications, on voit très bien les coronaires. On sait que ça va être compliqué de proposer une revascularisation quelle qu'elle soit. Le chirurgien ne va pas du tout aimer implanter son pontage sur une anatomie calcifiée. La revascularisation va être compliquée avec impossibilité de déployer complètement le stent et donc un risque de thrombose de stent. Donc, l'arsenal thérapeutique, il existe déjà évidemment. On a des ballons, notamment des ballons à très haute pression. On peut monter à 30 atmosphères. On a des cutting balloons, scoring balloons qui vont permettre de léser cette plaque calcifiée. On a bien sûr le bon vieux rotablateur qu'on utilise de façon, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas extrêmement régulière. Et on a plein de données, plein de registres. Là, je vous en ai mis un, mais j'aurais pu vous en montrer plein, qui vous montrent que le rotablateur, ça marche très bien, mais qu'il y a quand même des complications potentielles. Elles ne sont pas hyper fréquentes, mais quand même, vous voyez, le taux de MACE, il est clairement pas nul. Et on pense notamment aux complications les plus graves, la perforation, la fraise qui va se retrouver bloquée, capturée en aval de la lésion, ou le slow flow par embolisation du débris. Et donc, dans ce contexte, l'arrivée sur le marché de la lithotripsie intravasculaire, qui est commercialisée sous le nom de Shockwave, est tout à fait bienvenue. Donc en fait, c'est exactement le concept de la lithotripsie utilisé par les urologues depuis très longtemps. Donc, on franchit la lésion avec un ballon qu'on va gonfler avec du sérum. Et c'est un ballon spécial qui est relié à un générateur d'énergie électrique
qui va provoquer des bulles de vapeur à l'intérieur de ce ballon, et ces bulles de vapeur vont se dilater, s'effondrer de façon à créer une onde acoustique à haute pression qui va fracturer le calcium. Donc voilà des belles images qui sont fournies par l'industriel. Donc le concept, c'est qu'on modifie l'architecture de la plaque calcifiée sans toucher à la lumière du vaisseau. Donc on ne va pas léser le vaisseau, on ne va pas avoir d'embolisation endovasculaire. On va respecter la composante fibroélastique. Alors ça peut paraître un petit peu nébuleux, bon quand même il y a l'histoire des urologues, donc on se dit que ça doit marcher quand même, mais c'est vrai que le concept, moi au début quand on me l'a expliqué, mais quand même, quand vous voyez ces plaques anatomopathologiques, d'histologie, de microscanner, on voit très bien que les plaques calcaires sont totalement cisaillées, fracturées, et on se dit que oui, effectivement, on se prend à rêver, et on en a fait quelques-uns, et c'est vrai que ça marche. Vous voyez ici ce registre, alors c'est pas énorme, hein, on est sur donc le registre Disrupt, donc on est sur 380 patients qui ont des lésions évidemment calcifiées. Bon, on voit que ça peut se faire dans la majorité des cas par voie radiale, et vous voyez, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants, avec 99% de patients qui ont pu avoir un stent qui a été implanté, avec un taux de complications extrêmement faible, et notamment en bas à gauche, les complications classiques, qu'on espère le moins souvent, qu'on appuie si souvent, mais quand même qu'on redoute toujours avec le rotablateur, donc notamment la perforation, l'embolisation distale, le slow flow, etc. Là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un outil qui est tout à fait intéressant. Pour ceux que ça intéresse, il y a une sous-étude OCT de ces patients, donc avant, après lithotripsie intravasculaire, et vous voyez que rien que pour prendre la première ligne, donc la lumière intra-artérielle, elle passe de 2,16 à 3,57 juste après quelques tirs avec ce ballon, cette lithotripsie intravasculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on peut le réaliser en cas de bifurcation, notamment en cas de lésion intra-stent. C'est vrai que faire du rotablator chez un stent qui vient d'être posé, on est plutôt frileux, évidemment, alors que là, pas de problème. Par contre, ça nécessite de pouvoir franchir la lésion avec le ballon. Et ça, c'est évidemment le principal problème, puisque quand on sort la fraise de rotablator, c'est souvent qu'on a affaire à des lésions qui sont extrêmement serrées. Donc, il faut pouvoir franchir la lésion avec le ballon. Alors, mission impossible, pourquoi? Parce qu'on a tous des patients qui ont des coronaropathies qui sont extrêmement sévères, qui sont angineux et qui ne sont éligibles à aucune revascularisation, qu'elle soit percutanée ou qu'elle soit chirurgicale. Et donc, voilà, je livre à votre réflexion ce dispositif qui est en fait un réducteur du sinus coronaire. Donc le concept, en fait, c'est une implantation qui se fait par voie jugulaire. On cathétérise le sinus coronaire et on vient implanter ce stent qui est une forme de sablier. Au bout de très rapidement, les cellules vont venir se fibroser, s'endothélialiser, donc il va rester juste la partie étroite du sablier de ce réducteur de sinus coronaire. Le concept étant qu'en réduisant le flux, le débit en tout cas du sinus coronaire, on va augmenter la pression dans le sinus coronaire, on va améliorer le temps et les échanges gazeux et on va réduire l'ischémie. Tout ça, c'est très théorique. Hein. Il y avait eu quelques papiers sur l'animal qui montraient que ça avait l'air de marcher. Et quand même, il y a quand même eu un papier dans le New England. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Et puis, ce dispositif, maintenant, est commercialisé. Donc, vous voyez dans cette étude, il y a 100 patients qui sont des coronariens sévères, qui sont donc très sévères quand même. Ils sont tous en classe 3 ou 4 de la classification canadienne de cardiologie. Donc ils sont quand même bien traités, hein. Ils ont 2, 3, voire 4 traitements anti-angineux. Et ces patients, ils sont randomisés pour avoir soit ce réducteur de sinus coronaire, soit un traitement médical. Mais attention, parce que quand on parle de symptômes, évidemment, il y a une subjectivité qui est énorme. Il y a une vraie procédure sham, c'est-à-dire que le patient, il a la ponction, on cathétérise, mais on ne met pas. Donc ni le patient, ni le cardiologue qui va faire l'évaluation derrière n'est capable de dire si le patient a eu ou non ce réducteur de sinus coronaire. Donc, c'est quelque chose qui est bien toléré. Évidemment, on a quand même quelques craintes sur le risque de thrombose, etc. Bon, finalement, il n'y a pas vraiment d'événements indésirables périprocéduraux significatifs. Et puis, l'étude, elle est significative sur son critère principal, qui était l'amélioration de l'angor. Alors, vous allez dire, oui, OK, c'est un critère clinique, etc. On est effectivement, je ne vous dis pas que c'est forcément l'avenir, mais ce dispositif existe. Et puis, sur les critères secondaires, un petit peu plus objectifs, que sont la durée de l'épreuve d'effort, etc., on n'atteint pas forcément la significativité parce que c'est des sous-groupes avec des effectifs qui sont extrêmement faibles. Quand vous avez 11 patients, c'est difficile de montrer quelque chose. Mais quand même, on voit que dans le groupe sham, il n'y a aucune différence, alors que dans le groupe réducteur de sinus coronaire, on a un bénéfice. Et puis enfin, la quatrième partie, donc c'est retour vers le futur, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une vraie innovation.
Mais vous savez que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Donc c'est le retour en force de la colchicine. La colchicine qu'on connaît bien évidemment pour le traitement prophylactique de la goutte, pour le traitement de la fièvre méditerranéenne familiale, et puis depuis dizaine d'années dans le traitement de la péricardite. Et puis, il y a des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit, mais voyons, la colchicine, ça va agir sur les neutrophiles, donc normalement, ça doit réduire l'instabilité, enfin, ça améliore la stabilité de la plaque, ça va agir sur les macrophages, donc réduire l'inflammation, donc réduire la progression de la plaque, et puis améliorer réduire le risque de rupture de plaque par l'action sur les cellules endothéliales. Donc, il n'y a pas de raison, ça doit marcher dans la maladie coronaire. Bon, là aussi, pourquoi pas. N'empêche qu'il y a eu 2 très grosses études que vous avez sans doute vu passer, qui ont là aussi été publiées dans le New England. La première étude, c'est l'étude Colcott, donc quand même 4500 patients. Donc c'est des patients qui viennent de faire un infarctus depuis moins de 30 jours. Et donc ces patients, vous voyez, ils sont très bien traités, ils ont quasiment tous été revascularisés, ils ont le bon traitement, ils ont tous la double antiagression plaquettaire, les statines, les bêta-bloquants, et ils sont randomisés pour avoir soit du placebo, soit 0,5 mg de colchicine par jour. Et l'étude, elle est positive sur son critère principal, qui est la réduction du critère composite, mortalité de cause cardiovasculaire, arrêt cardiaque réanimé, ressuscité, infarctus du myocarde, AVC ou nécessité de revascularisation en urgence pour un angor. On a tous en tête la tolérance digestive qui n'est pas toujours excellente de la colchicine. Là, bonne surprise, dans l'étude, il n'y a pas spécialement d'intolérance digestive. En tout cas, il n'y a pas d'arrêt pour cause digestive et clairement pas plus que dans le groupe placebo. Donc ça, c'est pour le post-infarctus. Et puis, le pendant chez le coronarien, dans le syndrome coronarien stable, c'est l'étude LODOCO-2, là aussi, 5500 patients. Donc les patients pouvaient faire un infarctus, mais c'était au moins il y a 6 mois. Donc là aussi, ils sont bien traités. Évidemment, ils sont plus souvent sous mono-antiagression plaquettaire. Le design est exactement le même. Et là aussi, l'étude positive, le critère principal, ce n'est pas exactement le même, mais c'est un critère assez classique, un bénéfice en faveur du bras colchicine. Et là aussi, une bonne tolérance, notamment sur le plan digestif de ce traitement par colchicine. Et puis, pour être tout à fait up-to-date, comme on dit, il y a eu une mise à jour de cet article qui a été présenté à l'ESC et publié dans le JACC la semaine dernière, qui montre que chez les patients de l'ODOCO qui avaient fait un infarctus, en fait, ça marche aussi bien que l'infarctus soit très vieux ou semi-récent. Voilà, je vous remercie pour votre attention.